Regarde l'histoire. Royce, Emperors, Pharaohs, Presidents. Pendant des milliers d'années, presque toujours, ce sont eux qui ont commandé. Les hommes. Et ça semble naturel, éternel. Comme si ça avait toujours été ainsi. Mais était-ce vraiment toujours ainsi? Les femmes, autrefois, commandaient-elles? Et ce n'est pas une petite question. Elle concerne la moitié de l'humanité, et les racines de notre façon de vivre encore aujourd'hui. Là-dessus, il existe deux mythes opposés. Et la science les démonte tous les deux. La vérité, comme souvent, est plus étrange et plus intéressante que les deux. Premier mythe, le patriarcat est naturel et éternel. L'homme a toujours commandé, point. Deuxième mythe, opposé. Au début régnait un grand matriarcat, où les femmes gouvernaient les hommes. Le premier mythe plaît à qui veut dire, c'est ainsi, c'est la nature, ça ne change pas. Le second plaît à qui rêve d'un âge d'or perdu, un paradis de femmes au pouvoir. Eh bien, les chercheurs n'ont trouvé de preuves solides ni de l'un ni de l'autre. Revenons aux chasseurs-cueilleurs, comme nous l'avons été presque toute notre histoire. Et voici la première surprise. Dans beaucoup de groupes, l'essentiel de la nourriture, ce sont les femmes qui le procuraient, en cueillant. Pas la chasse rare et spectaculaire, mais la cueillette quotidienne. Qui apporte la nourriture, compte. Dans les décisions, les femmes avaient voix. Personne ne commandait vraiment personne. Et si un compagnon la maltraitait, une femme pouvait simplement partir, retourner chez les siens. Les enfants aussi étaient l'affaire de tous. On les élevait à plusieurs, pas une femme seule enfermée à la maison. Il y a même une idée fascinante que les scientifiques appellent l'hypothèse de la grand-mère. Les femmes, passé l'âge des enfants, ne disparaissaient pas. Elles devenaient les sages, la mémoire du groupe. Pendant un siècle, la science n'a raconté que l'homme chasseur. Mais c'était le préjugé des chercheurs, presque tous des hommes. Et les femmes fabriquaient des paniers, des filets, des pièges. De la vraie technologie, pas des petits travaux. Dans un groupe qui marche et ne possède rien, la force physique compte peu. Ce qui compte, ce sont les idées, les alliances, la nourriture. Et ce n'est pas que de la théorie. Des peuples de chasseurs encore vivants, comme les Sans en Afrique, restent parmi les plus égalitaires de la planète. Chez eux, mari et femme décident ensemble. Et aucun des deux ne possède l'autre. Et on le voit dans les tombes, hommes et femmes enterrés de façon semblable, sans grande différence. Mieux, dans les Andes, on a trouvé la tombe d'une femme de 9000 ans, enterrée avec ses armes de chasse. Pendant des années, on les avait ignorées. Mais les femmes aussi, parfois, chassaient. Et les plus anciennes figurines que nous trouvons, dans la moitié de l'Europe, ne représentent pas des rois. Elles représentent des femmes. Dans une ancienne ville turque, Çatalhöyük, hommes et femmes mangeaient la même nourriture et étaient enterrés de la même manière. Et plusieurs tombes de guerriers, réexaminées par l'ADN, se sont révélées être de femmes. Même certaines empreintes de mains peintes dans les grottes, mesurées, semblent être de femmes. Peut-être l'art le plus ancien, elles l'ont fait aussi. Et que les femmes puissent être au centre n'est pas une fantaisie. Ça arrive encore aujourd'hui. En Chine, dans les montagnes, vivent les Mozios. Là, la maison et la terre passent de mère en fille. À la tête de la famille, il y a la grand-mère. Les hommes aident, mais la maison est aux femmes. Chez les Iroquois, en Amérique, c'étaient les femmes âgées qui choisissaient les chefs. Et elles pouvaient les destituer. Et les Minangkabau, en Indonésie, sont des millions. La propriété passe aux filles. C'est la plus grande société de ce type au monde. En Inde, les Kazis laissent la maison et le nom à la fille la plus jeune. Chez les Mozios, l'homme n'amène pas sa femme chez lui. Il lui rend visite, et les enfants restent toujours avec la mère. Et chez les Iroquois, c'étaient les femmes qui géraient la nourriture de tous. Et qui contrôle la nourriture, a du pouvoir. Dans certaines, les enfants ne portent que le nom de la mère. Le père est plus un hôte affectueux qu'un maître. Attention, cela ne veut pas dire que les femmes commandent les hommes. Cela veut dire qu'elles sont à égalité, ou au centre. Aucune de ces sociétés n'est un paradis. Mais tout ensemble démontre une seule chose. La domination masculine n'est pas une loi de la nature. Alors pourquoi, presque partout, les hommes ont-ils fini par commander? Le tournant arrive avec l'agriculture. Avec les champs arrive la lourde charrue. Et la poussée demandait surtout de la force physique. Le travail au champ devint une affaire d'hommes, tandis que les femmes, souvent enceintes, restaient plus près de la maison. Et voici le point clé, naît la propriété de la terre, et on veut la laisser à ses propres enfants. Mais pour être sûr que l'héritier soit vraiment le sien, un homme se mit à vouloir contrôler la vie de la femme. Plus il y avait à posséder, plus il importait de savoir à qui le laisser. Et, pour cela,
de contrôler les naissances. Ainsi le corps des femmes, qui donne la vie et les héritiers, devint quelque chose à surveiller. Et de là, des règles de plus en plus strictes, sur le mariage, sur les déplacements, sur la liberté des femmes. Dans beaucoup de cultures, la femme devint presque une chose à transférer entre familles, avec une dot. Les chercheurs l'ont même mesuré. Les peuples nés de la charrue sont encore aujourd'hui les plus déséquilibrés en faveur des hommes. Avec les troupeaux arrivèrent les vols de bétail et les razzias. Et la défense revint aux hommes armés. La première loi connue qui oblige certaines femmes à se couvrir vient d'Assyrie, il y a des milliers d'années. Ce n'était pas de la religion, au début, c'était une façon de marquer quelle femme appartenait à un homme et laquelle non. Et les règles, une fois gravées dans la pierre, se transmirent de père en fils comme la terre et le bétail. Puis arrivent les États, et ils mettent tout par écrit. Les lois anciennes, comme celle du roi Hammurabi, fixent noir sur blanc que l'homme commande à la maison. Et même les dieux changent. Les anciennes déesses mères, peu à peu, cèdent la place à des divinités masculines. Et les philosophes en rajoutent. Ils déclarent, avec grand sérieux, que la femme vaut moins que l'homme. Dans l'Athènes antique, berceau de la démocratie, les femmes libres vivaient presque enfermées chez elles. Et les grandes déesses du passé, comme Inanna, perdirent du terrain devant un dieu unique et masculin. À Rome, le chef de famille avait, sur le papier, droit de vie et de mort sur toute sa famille. Loi, religion, philosophie. 3 poids énormes qui, ensemble, écrasent les femmes pendant des siècles. Et pourtant, le contrôle ne fut jamais total. L'histoire est pleine de femmes très puissantes. En Égypte, la pharaon Hatshepsut gouverna un empire. Et après elle, la célèbre Cléopâtre. En Chine, Wu Zetian devint impératrice et gouverna d'une main de fer. Et la reine guerrière Boudica mena une révolte contre l'armée la plus forte du monde. La liste est longue. Néfertiti en Égypte, et des siècles plus tard, en Angleterre, une reine nommée Élisabeth dirigea un empire. Beaucoup commandèrent vraiment, mais depuis l'arrière du trône, en soufflant à l'oreille du pouvoir. Et dans les coulisses, des millions de femmes faisaient tourner marché, champs et familles, sans entrer dans les livres. Alors, les femmes commandaient-elles avant les hommes? Un monde gouverné par les femmes sur les hommes, un vrai matriarcat, n'a jamais été trouvé. Mais la domination des hommes n'est pas éternelle non plus. Pendant la plus grande partie de l'histoire, nous avons été bien plus à égalité. La domination masculine si rigide ne naît pas de la nature. Elle naît des champs, de la propriété, de l'héritage. Ce n'est pas la nature humaine. C'est une histoire. Et cela change tout. Et puis il y a la variété. Aucune règle ne valait partout. Il y a toujours eu des peuples plus libres et des peuples plus rigides. La vérité dérangeante pour tous est celle-ci. Nous ne sommes nés ni pour obéir ni pour commander. La domination masculine si rigide n'est que le dernier, bref chapitre d'une histoire bien plus longue. Et bien plus libre. Hommes et femmes ne sont pas 2 équipes ennemies. Ce sont 2 moitiés de la même histoire. Parce que ce que l'histoire a construit, l'histoire peut aussi le changer. Et en beaucoup d'endroits, ça change déjà. En quelques générations, les femmes ont retrouvé le vote, les études, le travail. Des choses qui, pendant des millénaires, leur avaient été refusées. Ce mur qui semblait éternel, est au fond, plus jeune que bien des cathédrales qu'on croit anciennes. Si cette histoire t'a fait réfléchir, abonne-toi, d'autres questions comme celle-ci arrivent bientôt.